ceux qui ne connaissent pas encore Horace, donc on est une association soutenue par la région Pays de la Loire et l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Ça fait un peu plus de 12 ans maintenant qu'on existe et on a pour vocation donc d'accélérer la transition énergétique des entreprises via différents modules donc, que je présenterai juste après. Donc, grosso modo, on a un rôle de facilitateur. Au niveau de l'association, donc on est 7 salariés et on représente à peu près 180 adhérents, dont une bonne partie d'entreprises consommatrices d'énergie. Donc ça va être les différents adhérents qu'on a qui sont plutôt aujourd'hui quand même de l'industriel. On a de plus en plus de grands tertiaires. Et après, vous allez retrouver des adhérents experts, dont fait partie Solewa, dont fait partie Clément de Solewa qui va faire la présentation juste après. Et après, vous avez des collectivités, des partenaires, etc. Au niveau des différents blocs, donc l'association peut proposer donc cette boîte à outils qu'on propose aux entreprises adhérentes. Il y a forcément l'adhésion, donc qui va inclure du prêt de matériel, des feuilles de route, du suivi énergétique. On peut regarder les contrats, les factures, de l'animation, etc. Il y a aussi forcément une casquette service public en tant qu'association. Donc ce webinaire en fait partie typiquement. Donc on a un calendrier d'animation tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour être à jour des derniers événements qui vont arriver. Et après, si besoin, pour les entreprises qui ont besoin d'accompagnement un peu plus poussé, on peut aller faire de la prestation. Donc ça va être du diagnostic énergétique, de l'empreinte carbone, des études thermiques typiquement, on a un logiciel aussi de management de l'énergie, etc. Et après, pour les plus matures, donc les ISO 50001, on a un Club Master. Voilà, petit récap assez rapide sur le prêt de matériel. Donc ça inclut dans l'adhésion et on va avoir typiquement donc détection de fuite comprimée, enregistrement de puissance, caméra thermique, pour ne citer que les trois plus importantes. Voilà, c'est plutôt à destination d'un public industriel, comme j'expliquais juste avant. L'annuaire des experts aussi, donc toute entreprise adhérente à l'association a un code d'accès donc au site internet Horace dans lequel elle peut retrouver l'annuaire sur lequel sont référencés tous les différents experts selon les thématiques, donc notamment sur le photovoltaïque. On va avoir Solewa WeWise, donc Clément qui nous présentera juste après sa structure. Et voilà, donc pour la présentation de l'association, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux LinkedIn. On publie pas mal de choses sur les différents événements, les retours d'expérience, etc. Donc voilà, si vous voulez être au courant aussi des prochains webinaires à venir. Je laisse la main maintenant à Clément. Donc Clément Favreau, entreprise Solewa, je suis ingénieur commercial là, pour la société Solewa, membre fondateur de WeWise. On va revenir là-dessus un petit peu après. Moi, je m'occupe principalement du secteur industrie tertiaire sur la Vendée. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne Horace là, pour faire un point de focus sur l'autoconsommation collective. Et afin de discuter ensemble d'autoconsommation collective, il me semblait important de faire un petit point, premièrement, sur le marché de l'énergie en 2025. Alors, je me positionnerai pas en tant qu'expert du marché de l'énergie, mais j'ai quelques connaissances qui vont être importantes, notamment pour comprendre l'intérêt de l'autoconsommation collective aujourd'hui, lié au marché lié aux évolutions de la filiale photovoltaïque. Et on reviendra donc sur ces deux points-là. Ensuite, on fera donc le focus sur l'autoconsommation collective et un temps d'échange à la fin de 10-15 minutes en fonction des questions. À la fin de chaque bloc, si vous avez des questions, ça ne me dérange pas d'y répondre en fonction du temps qui nous restera sur la présentation. Solewa, donc on est basé dans le quart nord-ouest de la France principalement. Donc moi je suis basé à Sentière-d'Oulolé, à côté de Montaigu, et ensuite on a le siège social qui est basé au Mans. C'est une entreprise qui a été créée en 2006 et qui a rejoint Butagaz, donc en tant que filiale en 2021. Aujourd'hui, on a 5 agences de proximité sur le quart nord-ouest, mais à l'échelle nationale, on a donc plusieurs filiales qui nous permettent de vraiment répondre à une offre qui va être nationale et surtout d'avoir des compétences qui vont être diversifiées. Solewa est historiquement installateur photovoltaïque. On a aussi aujourd'hui de l'activité d'IRVE, du stockage. On vient faire aussi tout ce qui va être du service sur de la maintenance, du nettoyage et notamment l'autoconsommation collective. Et ça, c'est développé par la force de WeWise, donc en tant que groupe. En termes de chiffres clés pour Solewa, je parle uniquement pour Solewa, on est aujourd'hui à 5000 installations. Ça représente donc 35 000 m² de panneaux qui sont posés par mois, chaque mois, pardon, et un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros sur l'année FI 25. C'est des volumes qui sont conséquents aujourd'hui, qui vont continuer à évoluer. Le photovoltaïque
de beaux jours à venir avec le marché de l'énergie que l'on a aujourd'hui. Euh, et on a de plus en plus de boucles d'autoconsommation collective qui permettent de produire en local, donc c'est très intéressant. Très brièvement, donc WeWise, ça correspond aussi à Soltea, Sycener, Aussitôt et Actim. Ils sont basés notamment à Toulouse, Actim, ils ne sont pas affichés, je vois, sur la carte. Peut-être que vous connaissez déjà ces sociétés qui regroupées aujourd'hui sous le nom de WeWise. Au niveau du marché de l'énergie, ça me paraissait important de refaire un point de focus. Alors, c'est des courbes et beaucoup de chiffres. Ce qu'on peut voir sur la partie à gauche, c'est la demande moyenne en fait entre janvier et décembre de l'énergie, donc pour la partie France, Belgique, Néerlande. Et on peut voir du coup qu'on a une baisse qui est considérable depuis la crise de l'énergie 2021. En France, ça représente à peu près moins de 8,5% de consommation. Cette consommation aujourd'hui, on attendait à ce qu'il y ait un ressort sur 2024-2025, une réaugmentation. Le discours aujourd'hui sur la baisse de la demande, de décaler, réduire sa consommation, plus le coût de l'énergie qui était assez élevé, mine de rien, jusqu'à 2023, a eu l'effet inverse, donc avec une baisse considérable. On a aujourd'hui, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a aujourd'hui donc un parc sur l'énergie. Ça représente les courbes de production entre le 1er mai 2025 jusqu'au 31 mai 2025. Et on a donc à la fin 2025 à 14 heures un focus. Donc les chiffres que vous voyez, ce sont à 14 heures un jour spécifique. On peut voir du coup l'impact du solaire qui est très présent actuellement avec des pics de consommation. Donc c'est une production, de production, pardon. C'est une production qui est intermittente, qui représente aujourd'hui à peu près entre 20 et 30% du parc national de production d'énergie. C'est une production qui peut être connue de la veille pour le lendemain par RTE, donc on peut savoir globalement ce qu'on va produire en photovoltaïque. Et aujourd'hui, les centrales, notamment entre 100 et 500 kg, on en reviendra, pouvaient produire sans contrainte sur ces heures-là. Ce qui est important et qu'on voit de plus en plus apparaître aujourd'hui, donc ça, c'est les courbes du coût de l'électron sur le marché spot, donc c'est le marché européen. Vous pouvez retrouver les informations sur RTE et Comics, hein. C'est assez intéressant. Et ce qu'on peut voir, donc, ce sont des points de façon journalier qui correspondent globalement à la période de production du photovoltaïque, donc principalement entre midi et 14 heures. On parle d'heures négatives, d'heures de production négative. Donc le coût de l'électron, par exemple, à 14 heures en début mai, était à moins 118 euros du mégawattheure. Et on parle d'heures négatives, d'heures faiblement négatives, à peu près à moins 0,1 euros par mégawattheure, et ensuite d'heures qui sont aujourd'hui nulles à zéro. Ça a un impact notamment, on le voit sur la partie nombre d'heures prix négatif. Entre 2007 et 2025, on a eu une hausse qui est conséquente. 2024, on a enregistré 352 d'heures à prix négatif. 2025 au 18 juin, donc ça c'est des données qui datent du 18 juin, on était déjà à 336. On a aujourd'hui, c'est concerné notamment, c'est lié à un développement d'éolien et du solaire qui est très fort, et on a peu de systèmes d'évacuation, on a peu de systèmes de stockage aujourd'hui, on a peu de systèmes de pompage qui permettent de remonter de l'eau pour les mettre dans des turbines hydrauliques. Et donc, ces 336 heures à prix négatif, elles vont avoir un impact notamment lié à l'évolution de la filière photovoltaïque, qui est quelque chose de vraiment d'actualité et qui est très récent. Je fais un aparté, c'est des informations qui vont peut-être être modifiées dans les mois à venir, donc il faudra rester à jour par rapport à ces informations. Ce que je vais vous donner ici, ce sont les informations les plus récentes que l'on a, avec certains points de flou encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en termes de modèle économique pour les centrales photovoltaïques, alors on va se concentrer principalement sur les centrales entre 100 et 500 kW, voire au-delà. Si besoin, à la fin, vous pourrez poser des questions sur les centrales inférieures si cela vous intéresse, en termes de puissance. On a historiquement donc la vente totale, c'est un tarif d'achat avec EDF obligation d'achat. C'est un contrat d'achat sur 20 ans et le tarif en vigueur est de 9,45 jusqu'au 30 juin. Tarif qui sera revu à partir du 30 juin en fonction du nombre de dossiers déposés qui est conséquent aujourd'hui. Pour les projets supérieurs à 500 kW, on parle d'un appel d'offres creux. Donc c'est avec un complément de rémunération pendant 20 ans. On passe par un agrégateur pour vendre sur le marché et EDF fait le complément de la rémunération pour arriver à un tarif moyen à peu près à 9,7 centimes d'euros par kilowattheure. La 11e session aura lieu le 21 juillet 2025 et la prochaine, je ne sais plus exactement quand elle aura lieu. Pour le type de raccordement, on est sur la création d'un nouveau point de livraison via Enedis. Donc on fait une demande de raccordement à Enedis pour créer ce point de livraison-là.
Plus récemment, depuis quelques années, maintenant, on fait de plus en plus d'autoconsommation individuelle avec vente de surplus. Donc les EDF s'engageaient à racheter le surplus d'énergie qui n'était pas utilisé sur le site pendant 20 ans avec un tarif similaire à la vente totale. Euh, pour les projets supérieurs à 500 kW/crête, dans ce genre de scénario, pas de vente de surplus. On est sur une vente de surplus sur le marché via un agrégateur avec une valorisation qui est en fonction du prix du marché qui est assez volatile aujourd'hui. En termes de raccordement, on est sur un raccordement sur le réseau électrique existant. Autoconsommation totale, on va donc autoconsommer la quasi-totalité, en tout cas, de l'énergie produite par la centrale avec un bridage dynamique. Et donc, on va brider la centrale pour ne pas injecter sur le réseau. Donc, on est indépendant des mécanismes de soutien. C'est la même chose pour les projets de 100 à 500 kg, les projets supérieurs à 500 kg, et on se raccorde sur les réseaux électriques existants. Dans ce qui est à venir, 12 février 2025, on a un début de consultation publique sur le projet d'arrêté modifiant le dispositif de soutien. Pour rappel, on est aujourd'hui sur le S21 qui définit le mécanisme de soutien des énergies, qui va être du coup modifié. Et en mars 2025, on avait donc une consultation générale des différents acteurs dans le cadre du Conseil supérieur de l'énergie. 28 mars, on a eu donc une confirmation d'un tarif fixé à 9,5 centimes d'euros, 9,95 euros par mégawattheure pour les projets entre 100 et 500 kg, avec la mise en place notamment de cautions pour sécuriser les projets, avoir des projets mûrs pour les dates de dépôt. On va revenir dessus juste après. À partir de juin 2025, donc il va y avoir une révision du tarif qui va être indexée sur le nombre de demandes. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui à combien exactement ce sera ce tarif-là. Il faudra vraiment regarder au cas par cas en fonction de la puissance des centrales. Et à partir du deuxième semestre donc 2025, on table aujourd'hui sur une date à peu près pour septembre. On parle d'appel d'offres simplifiés pour des centrales entre 500 et 500 kW/crête, donc qui va se rapprocher un peu plus de ce qu'on avait sur les appels d'offres creux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, ces centrales entre 100 et 500 kW/crête demain seraient concernées notamment par les heures négatives dont on parlait juste avant. Et donc, c'est aussi le rôle de l'installateur de conseiller et d'accompagner notamment donc les porteurs de projets pour dimensionner les centrales de façon correcte afin de limiter le nombre d'heures négatives et aussi le prendre en compte dans l'étude économique et dans la rentabilité du projet. Petit aparté, été 2026, donc on n'y est pas encore, on a le temps de le revoir venir. On parle potentiellement d'un soutien au projet intégrant des approvisionnements résilients, donc pourquoi pas des panneaux européens. Bon, ce sera un point de détail qu'il faudra revoir un peu plus tard. On a parlé de la caution pour les projets supérieurs à 100 kW/crête depuis le 28 mars 2025. Il faut savoir que pour obtenir donc la T0, qui est la date de raccordement auprès d'Enedis, il y a une caution de 10 000 euros qui va être requis, qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Cette caution, donc, c'est soit une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation, soit une garantie à première demande émise au profit de l'État qui est fait par votre organisme bancaire. Il y a un délai à prendre en compte pour ces éléments-là, et donc pour un dépôt aujourd'hui au 30 juin, d'une T0, un dépôt de dossier avant le 30 juin, il faudra être très très proactif pour avoir cette caution-là. Les projets inférieurs à 100 kW/crête ne sont pas concernés aujourd'hui. Ça, c'est pour vous redonner un petit peu le planning sur l'aspect appel d'offres simplifié. Aujourd'hui, donc, la rédaction du cahier des charges a été réalisée au 30 juin et il y a une délibération de la CRE qui est en cours entre le 13 juin et le 24 juillet. La publication au journal officiel aura lieu le 31 juillet, donc on aura plus d'informations sur les modalités définitives à ce moment-là. La publication de la CRE aura lieu le 1er août dans la foulée et on attend aujourd'hui la première période d'AO, donc d'appel d'offres, de dépôt de dossier pour l'appel d'offres, courant début septembre. Début septembre, mi-septembre. Et donc une désignation des lauréats pour la mi-novembre. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette première partie? Très bien, je vais continuer dans ce cas-là sur l'autoconsommation collective. Plusieurs choses sur l'autoconsommation collective. C'est premièrement, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt aujourd'hui, notamment avec les différents modèles de rémunération? On va regarder un petit peu, donc pour bien comprendre l'ensemble de l'autoconsommation collective, les statistiques en France, l'expertise Solewa, les étapes pour faire un projet en autoconsommation collective et l'exemple de valorisation.
Et ça nous permettra aussi de voir la CC en pratique sur les différents schémas. Donc le contexte qu'on a vu juste avant, c'est une base générale du tarif d'achat d'électricité auprès d'EDF, obligation d'achat, et on a une transition aussi du modèle économique avec un business plan qui était sécurisé, non impacté par les heures négatives, et vers un modèle où on va avoir notamment donc, un tarif d'achat plus faible et potentiellement du découplage à prévoir pendant ces heures de production négative. Et donc, l'autoconsommation collective, c'est entre autres, je crois que je dis bien entre autres, un moyen de mieux valoriser l'énergie produite, de trouver un débouché pour cette énergie locale, et aussi de financer plus efficacement et facilement les installations. Euh, Au niveau de l'autoconsommation collective, donc ça regroupe un ou plusieurs producteurs, un ou plusieurs consommateurs, et on doit avoir une proximité géographique entre les acteurs. Des bénéfices qui vont être partagés pour chacun des participants de l'opération. L'idée, c'est vraiment de faire des projets gagnant-gagnant entre les producteurs et les consommateurs. À noter qu'un producteur peut aussi être consommateur. On peut avoir une opération d'autoconsommation collective de façon patrimoniale. Ça, c'est envisageable. Euh, Au niveau des différents intérêts qu'on trouve aujourd'hui, donc on l'a vu, il y a l'intérêt économique avec des prix de l'énergie donc on a un marché de l'énergie sur le marché spot qui est fluctuant. On va avoir du coup des tarifs d'achat d'énergie qui vont pouvoir être très forts l'hiver, relativement faibles aujourd'hui l'été, et donc de moduler la partie autoconsommation collective et revente d'énergie sur ces parties-là. Ça permet aussi de faire vraiment des regroupements d'acteurs locaux. J'ai de plus en plus aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je vois moi sur le terrain, de zones industrielles, de zones artisanales qui se regroupent afin de mettre en commun leurs outils de production et notamment de se partager les électrons sur les zones. Entre autres ce que fait Solewa sur la zone des Marches à Saint-Hilaire-de-Loulé, en Vendée. Et dernier point qui est pas moins des moindres, c'est l'enjeu pour la partie RSE. On parle de plus en plus d'énergie locale et décarbonée. L'autoconsommation collective permet justement d'acheminer un électron décarboné et local aux différentes sociétés qui sont nos voisins, qui sont dans un rayon de 10 à 20 km. La CC, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Pour vous donner des statistiques, alors c'est disponible sur le site de l'Observatoire d'Enedis. On parle aujourd'hui au T1 2025 de 883 boucles d'autoconsommation collective qui sont actives. À peu près 10 000 participants, c'est relativement faible à l'échelle du nombre d'installations qu'on a photovoltaïques et autoproduction d'énergie en France, mais on a une croissance qui est exponentielle actuellement. On parle en 2023, donc le début de l'autoconsommation collective, d'une centaine de projets à x8 aujourd'hui. Au niveau des boucles d'autoconsommation collective, il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des opérations sont portées par les collectivités, 50% plutôt par du privé, et 73% comptent jusqu'à 10 participants. Donc c'est quand même assez important le nombre de boucles d'autoconsommation collective qui ne sont pas uniquement patrimoniales, mais qui regroupent aussi plusieurs personnes à l'intérieur. Solewa. Aujourd'hui, Solewa a l'expertise et le savoir-faire en interne pour faire l'ensemble de la boucle de l'étude d'opportunité, de l'analyse, jusqu'au suivi et à la gestion une fois que la boucle est mise en place. On a vraiment une équipe en interne qui est dédiée à la CC, qui ne fait que ça, qui va s'occuper de toutes les démarches administratives et de déclarations auprès des hélices, de l'activation de la boucle et des connexions aux outils de pilotage, et ensuite toute la partie assistance pour la facturation récurrente, assistance pour les gestions de factures aussi. On en parlera peut-être dans les questions-réponses, mais il y a toute une partie de défalcation du coût de l'électron chez le consommateur qui doit être bien gérée et bien prise en compte. Et donc la force de Solewa sur ce marché de l'autoconsommation collective, c'est qu'on a l'ensemble du savoir-faire et des prestations de l'installation de la centrale, du dimensionnement de la centrale et du calcul d'autoconsommation collective aussi pour mettre en place cette boucle-là, jusqu'à la partie gestion de la boucle d'ACC, gestion de l'énergie lorsque la centrale est mise en place. Et donc on a un seul et unique interlocuteur du début jusqu'à la fin du projet en fonction du secteur et du marché agricole ou industrie tertiaire. Je m'occupe, comme je le disais un peu plus tôt, du secteur de la Vendée. La CC, en pratique, on va rentrer un peu plus dans la technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça regroupe, pour faire de la CC, c'est maximum 5 MW crête de puissance cumulée.
entre l'éolien, le photovoltaïque, hydraulique, etc. Et on va avoir, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, une PMO, donc c'est une personne morale organisatrice qui va gérer les entrées et sorties de participants, gérer les contrats entre les participants, donc les établir et les gérer, modifier les clés de répartition, donc comment on fait circuler l'électron à qui et quand. Donc il y a plusieurs modes qui sont à définir. On peut notamment définir qu'une plage horaire hivernale, si c'est intéressant en tout cas, est mis en accord entre les producteurs et les consommateurs. L'envoi des bilans énergétiques et l'aide à la facturation. La PMO aujourd'hui chez Solewa, donc on a une PMO Solewa qui s'occupe de faire toute cette prestation-là, qui est en lien avec le gestionnaire de réseau pour toute la partie comptage et qui est en lien avec les producteurs et les consommateurs pour la partie facturation. Périmètre initial, on parlait de 2 km et aujourd'hui on peut étendre donc à 10 ou 20 km. Il faut noter que c'est 10 ou 20 km avec entre le producteur et le consommateur les plus éloignés. Donc si on a une centrale en plein milieu de la France et qu'on va à 20 km au sud, on ne pourra plus remonter au nord. On pourra juste avoir des consommateurs entre le plus au sud et celui qui est au centre de la France. Pour être producteur, un point qui doit être important et qu'il faut bien compris, c'est que l'installation donc, de production d'énergie doit être sous le cadre après le 6 octobre 2021. Pour le photovoltaïque, on parle d'installation sous le S21, l'arrêté de soutien aux énergies photovoltaïques du 2021. Avoir une certaine proximité géographique, on ne pourra pas faire de l'autoconsommation, en tout cas de boucle d'autoconsommation collective au-delà de 20 km. Ce n'est pas le but. Et pour être consommateur, il faut impérativement, par contre, avoir un point de raccordement au réseau public de distribution, donc que ce soit un tarif jaune, tarif vert ou tarif bleu. Et donc une seule et même PMO pour gérer l'ensemble de ces éléments. Au niveau du coût de l'énergie, il faut comprendre que dans une opération d'autoconsommation collective, euh, comparé à autoconsommation individuelle, où on va économiser pour la fourniture et l'utilisation d'un électron l'ensemble de l'énergie de l'acheminement et des taxes. Dans le cas de la CC, c'est différent. On va faire transiter l'électron par le réseau existant, le réseau Enedis, et donc on va être sujet aux taxes et à l'acheminement. Et donc l'énergie, aujourd'hui, on a seulement le coût de l'électron qui est réduit sur la facture. Il faut savoir que sur une facture, aujourd'hui, globalement, l'électron, c'est à peu près 40% du coût de l'énergie. L'acheminement, on parle de 30%, et les taxes, abonnements, etc., on parle de 30%. Il y a aujourd'hui des exonérations alors assez spécifiques hein, sur l'accise, comme ce sont des modèles entre guillemets d'exonération fiscale qui sont revotés tous les ans. Si elle est en place aujourd'hui, ça pourrait bien être arrêté d'ici l'année prochaine. Donc je préfère vraiment prendre en compte le coût de l'électron dans le business plan plutôt que des exonérations pardon, fiscales. Un exemple de valorisation d'une centrale. Alors, les chiffres qui vont vous être donnés sont à prendre avec des pincettes. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, le marché aujourd'hui, l'électricité est très volatile, plutôt à la baisse depuis 2 ans. Maintenant, aujourd'hui, entre les différentes situations qu'on peut observer dans le monde et en Europe, ainsi que les différentes façons de consommer aujourd'hui, avec notamment l'électrification de nos moyens de déplacement, tout ce qui va être IRVE, on risque d'avoir en tout cas des montées du coût de l'énergie dans les années à venir. Macron, il y a quelques temps de ça, annonçait entre 15 et 20 centimes d'euros du kilowattheure à peu près. Bon, c'est à prendre quand même avec des pincettes. On va prendre le cas d'une centrale de 206 kW crête qui a une production annuelle de 220 MWh et donc qui va revendre de façon patrimoniale sur 6. Ici, c'est des Linky qui sont représentés. Donc, je les appelle L1, L2, L3, L4, L5 et L6 sur 6 Linky qui lui appartiennent dans un rayon de vie qui est de 20 km de l'énergie. Euh, donc là, au niveau de la centrale, on va avoir de l'ACI, de l'autoconsommation individuelle, à hauteur de 45 631 kWh. C'est L0 qu'on peut observer ici. Donc ça permet d'avoir une autonomie de 48% sur le site. C'est un cas réel d'un client, pardon, je ne l'ai pas précisé. J'ai juste effacé les noms des différents points de livraison. Et on a un prix d'achat. Donc ça, c'est le prix d'achat de l'électron du site L0. Il l'achète aujourd'hui à 0,15, taxes comprises. Ce qui va lui permettre de faire une économie auprès du producteur de 6 845 euros. Au niveau des différents autres compteurs, donc on va avoir des taux d'autoproduction qui vont être variables.
en fonction de la consommation des différents sites. Donc, sur le site L6 qui consomme très peu, 1 kWh 495 pour l'exemple, hein, on a un taux de production d'autonomie de 42% avec un prix de vente du kilowattheure dans la boucle de 0,1453, ce qui fait une économie de 72. Bon, c'est quand même assez faible. On a plutôt tendance, quand on fait une boucle d'autoconsommation collective, à privilégier les points de livraison qui ont des consommations assez importantes. Au niveau du prix d'achat, on peut voir qu'il y a différents prix d'achat qui sont fixés en fonction des points de livraison. Ce sont des prix d'achat aujourd'hui qui vont être variables en fonction c'est les prix d'achat des consommateurs, hein, en fonction de leur contrat. Enfin, moi je vois en tout cas sur le marché aujourd'hui des contrats qui ont des tarifs du coût de l'électron l'été qui sont extrêmement faibles et très forts l'hiver. Et donc, on a tendance à non pas avoir un prix fixe sur toute l'année, mais à faire donc plutôt du dynamique, à définir des prix et des plages de revente spécifiques en fonction de chacun des sites. Ce que je conseillerais, moi, pour quelqu'un qui veut lancer une boucle d'autoconsommation collective, c'est de regarder au cas par cas, en fonction du type de contrat qui est mis en place, du type de tarif aussi, tarif jaune, tarif bleu, tarif vert, afin de bien dimensionner le coût de revente de l'électron. Dans cet exemple-là, les tarifs sont légèrement hauts par rapport à ce qu'on peut observer sur le marché. Sur un Linky aujourd'hui, le prix moyen, je crois que le tarif réglementé est à peu près à 18 centimes. Bon, il faut prendre ça en compte aussi sur l'étude économique. Dans cet exemple-là, ça permet actuellement, avec ce qui est mis en place, un ratio de gain par rapport à la vente totale, plutôt que de revendre tout à EDF, de 23%. Donc, c'est quand même à peu près environ 5 000 euros de plus par an sur la centrale et donc une rentabilité un peu plus courte. Pour les différentes étapes, aujourd'hui, donc on a toute la partie étude du projet jusqu'à validation. Là où on a le sablier, il faut que la centrale soit mise en service pour mettre en place la boucle d'autoconsommation collective, évidemment. On a ensuite toute la partie préparation administrative avec Enedis pour la création de la boucle, la signature de la convention ACC qui est réalisée par Celewa et l'activation des mécanismes et la récupération des données en temps réel auprès des différents producteurs et consommateurs. Il faut prévoir aujourd'hui, pour la mise en place de cette boucle d'autoconsommation collective, environ 3 mois. 3 mois aujourd'hui, ça risque de s'allonger demain en fonction de comment Enedis est sollicité sur ces démarches-là. Et donc ensuite, on a toute la partie suivie où c'est Solewa qui chaque mois envoie un relevé de consommation aux producteurs et aux consommateurs. Pour conclure sur l'autoconsommation collective, on a toute la partie analyse du projet et étude du gain qui va être réalisée par Solewa et qui va faire un point de détail notamment sur les coûts de l'électron, ça c'est très important, hein, je le répète, entre été et hiver, heure creuse, heure pleine, pour bien définir entre les producteurs et les consommateurs dans comment définir un schéma gagnant-gagnant pour l'ensemble des participants à la boucle d'autoconsommation collective. On va avoir toute la partie création de la PMO, en tout cas intégration de la PMO existante, préparation contractuelle. Toutes les démarches sont gérées aussi par Solewa, ou en tout cas la personne qui doit faire la boucle. Et on va avoir un suivi personnalisé pour une mise en œuvre qui est simplifiée. Euh, il faut savoir, dernier point de détail, qu'il n'y a pas de frais pour modifier, faire entrer de nouvelles personnes dans une boucle d'autoconsommation collective dans un deuxième temps. Si on crée aujourd'hui une boucle avec deux personnes et qu'on va rentrer une troisième dans un deuxième temps, c'est tout à fait possible. Si on veut, suite à un changement de contrat d'un des consommateurs, arrêter de vendre l'été et vendre uniquement l'hiver ou rajouter l'été parce que les prix ont explosé l'été et que c'est plus intéressant de s'approvisionner localement, sur cette période-là aussi, c'est possible. Pour conclure aujourd'hui, donc le marché évolue fortement. On a des gros changements qui sont à venir avec les appels d'offres simplifiés et l'autoconsommation collective va notamment permettre dans les quatre centrales, même d'entre 100 et 500 kg avec des taux d'autoconsommation qui sont assez forts, de soit être un complément à l'appel d'offres simplifié, soit de remplacer l'appel d'offres simplifié en se détachant d'un mécanisme de soutien et en vendant localement directement des acteurs locaux. C'est une opportunité aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien, avec certaines limites. Il faut le prendre en compte, avec certaines limites, mais qui sont, si elles sont bien gérées, vont permettre de faire de beaux projets demain. Est-ce qu'il y a des questions sur différents points?
Parfait, merci beaucoup Clément. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors soit dans le chat, soit à ouvrir vos micros et à nous les poser directement. Oui, juste bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais une petite question sur la réglementation entre les centrales au sol et les centrales en toiture, Oui, puisque actuellement on est à l'étude pour un projet de solarisation en autoconsommation principalement. Évidemment, on regardera l'autoconsommation collective. Après avoir vu trois, quatre acteurs, chacun y va de sa techno et de ses conseils techniques. Du coup, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça que j'ai rendez-vous avec Horace là, demain, ouais, je crois, ça bonjour. pour ça. Et entre centrale au sol et centrale en toiture, on peut pas faire la même chose, puisque apparemment, EDF ne rachète pas tout ce qui est produit au sol, je crois. Je confirme. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Ok. aujourd'hui, donc dans le schéma qu'on connaît sur le S21, pour les centrales, j'imagine que ce sont des centrales entre 100 et 500 kg, je dis pas de Oui, bêtises. oui, Ouais. Sur ces mécanismes-là, aujourd'hui, il n'y a pas de tarif de rachat pour les centrales au sol. Euh, il y a un projet dans le S24, donc le S24 sera le nouveau dispositif de soutien qui devrait intégrer l'appel d'offres simplifié. Alors, ce sera peut-être juste un modificatif de l'S21, mais il y a un projet de tarif d'achat pour les centrales au sol via l'appel d'offres simplifié, donc ça pourrait être envisageable. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, alors, ça dépend quelle est la part d'autoconsommation sur votre projet, mais pour faire de l'autoconsommation collective, il faut un point de livraison. tac. Euh, En autoconsommation totale, on ne peut pas le faire, on peut pas, comme on vient brider pour ne pas injecter sur le réseau, on ne peut pas faire d'autoconsommation collective. Et donc, une des solutions, c'est de vendre sur le marché spot via un agrégateur le reliquat d'énergie disponible, et donc de faire de l'autoconsommation collective sur la plus grosse partie si vous avez des voisins qui sont intéressés, tout à fait. Ouais, tout à fait. Oui, bah, on a un point de livraison dispo, donc ça Ouais, pas trop de soucis. Mais oui, oui, on est sur une centrale au sol, nous, parce qu'on ne peut contre pas le en sol. toiture. Enfin, Ouais, notre toiture est trop ancienne et ne peut pas accepter de toute façon oui, de panneaux, à part des panneaux souples. Mais en cas de réfection de toiture dans 10-15 ans, il faut tout redéfaire, donc ouais, exact. économiquement, c'est pas viable. Ouais. Ok. Pour répondre à votre question, il faut encore attendre un petit peu pour avoir un tarif d'achat si vous souhaitez vraiment obtenir un tarif d'achat. Ou sinon, c'est de passer par un agrégateur. Alors, Ouais. plusieurs installateurs peuvent vous accompagner là-dessus pour pouvoir même réaliser une injection et faire de l'autoconsommation collective. Alors, est-ce que, je ne vais pas aller dans votre sens forcément, est-ce que l'agrégateur est obligatoire dans le cadre d'une autoconsommation collective ou est-ce que ça peut se faire de gré à gré en privé, quoi? Ça peut être de gré à gré. Ça Après, peut être avec de... toutes les complications que ça apporte, hein, j'imagine bien. Oui, exact. On va quand même avoir toute une question d'équilibrage réseau. Alors, là, ça sort un peu de mes compétences. Mes collègues de chez Mutagas qui s'occupent de la partie électricité seraient bien plus à même de vous répondre. Mais il y a quand même une partie à l'équilibrage réseau qu'il faudra prendre en compte. C'est pour ça qu'on a en général un agrégateur qui fait l'intermédiaire. Euh, Ok, Maintenant, il y a d'autres solutions aussi qui existent. On pourra en reparler si vous le souhaitez. ok, super. Merci. Avec plaisir. Parfait, très intéressant. Alors, je vois qu'on a une question, quelqu'un qui lève la main, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. J'avais une petite question concernant du photovoltaïque sur de la toiture en panneau sandwich. On Mhm. a petite problématique, c'est que c'est de la PU. On a Mhm. notre sous-traitant qui nous dit que sur des isolants PU, on a des problématiques liées à la sécurité incendie. Et je cherche partout où me renseigner là-dessus. Je trouve aucune référence nulle part, que ce soit dans les références des matériels à installer ou même au niveau des références légales. Je ne trouve rien nulle part. Mhm. Alors, pour toute la partie sécurité incendie, on va dissocier deux choses. Il y a la partie bureau de contrôle et la partie assurantielle. Donc, effectivement, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui sur la partie panneau sandwich PU, les assurances sont pas forcément toujours volontaires. C'est néanmoins possible dans le cadre où on peut avoir ce qu'on appelle un avis technique avec un complexe d'étanchéité. Donc, quand on parle de complexe d'étanchéité, hein, je refais juste un petit point de détail, on parle de panneau sandwich, donc qui correspond à l'isolant, le bac, le système d'intégration qui va soutenir les panneaux et le panneau.
Si l'ensemble est prévu avec un Béroof T3, même sur du PU, normalement, on devrait pouvoir faire du photovoltaïque sur la toiture. Mais effectivement, l'assureur a plutôt tendance à préconiser de la laine de roche. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà, au cas par cas, après, si vous voulez, vous pouvez on pourra se recontacter. Je pourrais regarder, si vous voulez, un petit peu dans le détail des différents produits, si ça rentre dans le cadre de cette attaque. Merci beaucoup. Bien, Antoine, on t'écoute. J'avais une question par rapport au montage d'un projet d'autoconsommation collective avec plusieurs entreprises. On a l'obligation de faire une PMO. Vous parlez d'agrégateur. Est-ce qu'une une PMO est nécessaire, personne morale Alors, organisatrice? il faut dissocier PMO et agrégateur, hein, ce sont bien deux choses qui sont totalement différentes. La PMO, c'est plutôt en général, c'est une association, loi 1901, hein, ça suffit. Mais en tout cas, il faut une PMO aujourd'hui pour pouvoir gérer l'électron. Il n'y a pas, il y a pas de flux d'argent financier via cette PMO-là. C'est vraiment plus pour une question de comptabilité et de gestion des différents contrats. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, il faut à minima une PMO obligatoire, ça c'est la loi. Exact. Et après, à voir si c'est agrégateur ou de réagréer, comme on l'a vu sur le précédent. Bah, si vous voulez, non, c'est vraiment deux choses qui sont dissociées, hein, pour la partie. Parce que finalement, toute la partie routage des électrons, c'est Enedis qui le fait. La PMO va informer Enedis via ce qu'on appelle cette boucle de la direction des kilowattheures, de quel producteur à quel consommateur, quand et quand cela est fait. Donc on n'a pas forcément dans ce cas-là besoin d'agrégateur. C'est Enedis qui fait toute la partie routage. Donc la PMO, par exemple, Solewa, on a une. Nous, on a créé une PMO qui nous permet aussi de gérer les différentes boucles d'autoconsommation collective pour nos clients. On la met à disposition, on les intègre à l'intérieur, mais il y a plusieurs sociétés aujourd'hui qui ont des PMO. C'est possible d'en créer des nouvelles. J'avais une autre question parce qu'on a évidemment, après consultation de différents prestataires, ils nous fournissent des tableaux économiques Mm. avec des ROI, etc. Sauf que c'est basé effectivement sur des rachats qui vont à la baisse. Donc Mm. on parle sur 25-30 ans, hein, sur ces tableaux-là. Étant donné qu'on n'est absolument pas sûr et qu'on n'a aucune donnée, ou en tout cas précise sur le sujet, qu'est-ce que vous nous conseillez de prendre comme info là-dessus? Parce que ça peut quand même changer la donne. Et aussi, deuxième question, aujourd'hui, nous, on est dans une ZAC au Robotro à côté de Nantes, Mm. où il y a très peu de panneaux solaires sur les entreprises. Ouais. Donc on pourrait, si nous, on installe une centrale au sol, être les premiers et donc faire bénéficier nos voisins éventuellement de conditions intéressantes. Demain, on sera forcément en concurrence avec d'autres entreprises voisines. Euh, et ça, il faut qu'on puisse l'intégrer aussi dans notre business plan, euh, puisque ça peut changer aussi la donne. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, Donc, tout à fait. est-ce que, alors, enfin, ça rejoint une autre question, un autre point, c'est dans ces contrats de revente en autoconsommation collective, qu'est-ce qui est euh, légion de faire en termes de type de contrat et de durée de contrat? Mhm. Aujourd'hui, dans ce que je préconise moi, hein, auprès de mes clients qui veulent faire l'autoconsommation collective, euh, quand c'est une démarche locale avec des voisins, on est plutôt dans une démarche gagnant-gagnant. Avec un marché qui est très volatile du coût de l'électron, on a plutôt à faire des contrats d'une durée d'un an, D'accord. qui sont modulables. Et donc, le business plan aujourd'hui, au vu de cette volatilité du marché de l'énergie, hein, les contrats, en général, alors les consommateurs ont des contrats sur 2 ou 3 ans. euh, j'ai plutôt tendance à faire, moi, en tout cas, le business plan sans prendre en compte l'autoconsommation collective. Regardez ça Ouais, plutôt comme une optimisation, un plus, c'est ce que, et partir sur une centrale qui va s'autofinancer par l'autoconsommation individuelle ou la revendre sur un marché soit réglementé, soit marché spot. ouais, c'est ce qu'on pensait faire. Ouais. Pour la partie concurrence, demain, alors oui, effectivement, ça pourrait arriver en concurrence. Dans la zone où on est, nous, industriels, la zone des marches, on a plutôt pris le parti de mettre en commun nos différents outils de production afin de pouvoir avoir une mise à disposition de l'électron pour l'ensemble des consommateurs et des producteurs sur le site. On a des très gros consommateurs qui vont pouvoir en fait écouler le surplus, la totalité,
Et donc, ça permet d'avoir un écoulement commun. Tout dépend de la typologie de votre zone industrielle, si c'est plutôt du stockage, du bâtiment de stockage ou de l'artisanal. D'accord, ok, effectivement. Plutôt du Mine de rien, il y a enfin, des... plutôt de l'artisanal, oui, pardon. Artisanal, ouais. Ouais, après, même un artisan qui fait aujourd'hui de la peinture, ça consomme énormément. Oui, oui, bah, on a, enfin, on m'a indiqué, à juste titre, je pense qu'on a une centrale à béton, nous, pas très Ouais, loin, et qui ont beaucoup de difficultés puisqu'ils dégagent beaucoup de poussière. oui. Et apparemment, c'est, voilà, ça peut être un client intéressant à aller voir. Ouais, en général, les clients qui sont intéressants pour la CC, hein, genre, c'est des grandes lignes, hein, à prendre avec des pincettes. On parle de clients qui sont sur des tarifs jaunes. Les Mhm. tarifs bleus, ça peut être intéressant, mais c'est des très gros consommateurs de tarifs bleus, type boulangerie, etc. Oui, Ceux qui font du chaud ou du froid. oui, Le froid est très intéressant parce que ça consomme beaucoup et en continu. Et ensuite, tout ce qui va être métallurgie, s'il y a des rangées, où il y a des... Alors, c'est plutôt en pic, mais on a quand même des consommations importantes. d'accord. Ok, ok. Et après, je vais peut-être sortir un peu du cadre. Mm. Nous, on a une certaine conso de nuit, puisqu'on a des machines qui tournent, enfin, qui tournent la nuit sans personne, hein, sans collaborateur à côté. Et donc, du coup, se pose la question aussi du stockage. Est-ce que vous avez des infos sur la pertinence des technos aujourd'hui? Mm. Alors, j'attends d'avoir des tableaux aussi de retour sur l'investissement et le retour sur l'investissement de ce genre de Mm. système. Je sais pas, qu'est-ce que enfin, un avis Alors, là sur le système de stockage aujourd'hui? ouais. Les tokens de stockage, là, moi, donc, je disais, ça fait 2 ans et demi que je suis chez Solewa. J'ai regardé un petit peu au début quand je suis arrivé. Je travaillais auparavant dans le bâtiment, je coulais du bâtiment, mais du béton, mais on regardait aussi le stockage à l'époque dans mon ancienne boîte. Chez Solewa, on regardait il y a 2 ans et demi et les technologies ont quand même pas mal évolué, surtout les coûts des installations pour le stockage. Les durées de retour sur un investissement, néanmoins, sont quand même relativement longues aujourd'hui. Ouais, Euh, Surtout si on prend en compte les tarifs d'électricité qui sont très bas actuellement. exact. Si avec je crois que c'est descendu prix moyen au plus bas sur le marché spot à 40 euros du méga, donc à 4 centimes. C'est très faible. Pour internaliser une batterie avec ces prix-là, c'est complexe. Si on remonte dans des taux à 200 euros du méga, alors je ne le souhaite absolument pas, hein, mais ça n'est Oui, pas à l'abri, la durée de rentabilité du stockage va être bien plus courte. oui, La oui, fiabilité aussi est plus importante. Ça, mine de rien, ça fait la différence. d'accord. Ok, ok. Merci de votre éclairage. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres participants? Oui, on vous écoute. Ouais, ouais, désolé, du coup ça me vient Non, allez-y, au allez-y. fur et à mesure. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a des... Alors je pense que ça a à voir avec les communautés de communes, sur justement les ZAC. Sur les ZAC, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être envisagées ou en tout cas étudiées avec les communes pour des projets, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément le terrain nécessaire à accueillir une centrale au sol. Euh, et du coup, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez déjà participé à des études là-dessus, sur des projets communs à des ZAC ou des zones industrielles? Arnaud, je sais pas si. Alors moi, j'ai connaissance d'un cas en Vendée, entre le syndicat de l'énergie de Vendée et des artisans. C'est vraiment du ponctuel. Ouais, Il n'y a pas forcément de développement à grande échelle mené par les différentes communes ou communautés de communes. C'est plutôt, de ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt à l'origine des industriels des zones qui se regroupent d'eux-mêmes, plutôt que d'accord. le public. Ok, ça Je sais marche. pas si Merci. Arnaud, tu as entendu parler d'initiatives de la part des communautés de communes, non? Non, pour le coup, pas de mon côté, non. Pas Ouais. encore. D'accord. Bon, ça peut être suggéré. Ouais, Alors, après, je vais faire. On a un petit bâtiment de 2,5 MW qui sort avec une conso de 0,5. Donc, l'industriel se pose la question des 2 mégas restants. Est-ce qu'il les vend ou est-ce qu'il en fait profiter les petits voisins? Et donc, la collectivité est fortement intéressée pour lancer un projet d'ACC, donc automation collective pour les voisins. Et on est sur un bourg rural, donc de mémoire, on est sur un périmètre de dérogation de 20 km. Donc on ouais. touche toute la roche agglo, plus tout, toute la Comcom, le Villeboulot, Poiré, Belley, etc. Et le sujet nous intéresse fortement. Et donc l'idée, en effet, on a sollicité les élus pour travailler et monter ce projet avec l'industriel pour en fait en faire bénéficier les zones d'activité du secteur
parce qu'on considère ça comme un service aux entreprises, comme foncier, comme l'eau, comme pas mal de collectivités qui s'y mettent, parce que c'est un sujet en effet qu'on a vu là avec les stats qui explosent. Et donc nous sur notre territoire, en tout cas, on a ce sujet en cours. J'espère le développer l'année prochaine. Et potentiellement aussi, on serait d'ailleurs, enfin c'est la petite question, mais j'ai déjà la réponse, mais on ferait partie de la PMO avec, on serait à la fois utilisateur aussi, parce qu'on a des équipements comme piscine qui sont très consommateurs d'énergie. Donc on serait, en fait, l'industriel serait producteur et nous on pourrait être aussi utilisateur, consommateur de l'industriel. Et la petite remarque pour le témoignage précédent, c'est que par contre, nous, sur les zones d'activité pour information, on essaie d'encadrer au maximum le photovoltaïque au sol si possible, parce que en fait, on est sur du foncier économique qui se restreint et on essaie de l'optimiser et l'utiliser au maximum. Donc je ne sais pas où vous êtes, mais c'est possible que, enfin voilà, peut-être poser la question aussi à votre comité de communes pour savoir si c'est jouable sur du agrivoltaïsme qui explose. Mais sur le photovoltaïque au sol, on se dit que des fois, c'est du foncier qui n'est utilisé que, entre guillemets, que. Alors c'est déjà bien parce qu'il faut l'utiliser. Mais voilà, là, on est plutôt sur des espaces de stockage ou un bâtiment avec du photovoltaïque en toiture pour éviter de brider en fait l'utilisation du foncier. On fait du Tout à foncier fait. au sol, du photovoltaïque au sol, mais on l'a fait sur des anciennes déchetteries, sur des sites pollués, sur des Ah oui, délaissés routiers, en fait sur uniquement du foncier qui est inutilisable en l'état. d'accord. Hmm. Oui, ça fait partie des prochaines actions à voir avec l'urbanisme, justement. Savoir jusqu'où on peut aller, en fait, dans l'occupation des sols. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, il n'y en a plus. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ah, non. Bah, sinon, après, s'il y a des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à contacter Clément. Avec plaisir. Et puis, merci à tous pour votre participation. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder donc, sur LinkedIn le profil de l'association Horace. Et puis, j'espère vous revoir donc, sur un prochain webinaire. Encore merci Clément et bon appétit à toutes et à tous. Merci bien.